ferait un repas lacté. Donc on a mangé du lait, on a vu donc plusieurs avis, on a vu de la Kabbalah, on a vu le Minhag et Yerushalayim, l'avis de Poskim Ashkenazim, du Rama, et en conclusion on avait fait la distinction entre le fromage dur et les autres fromages, et donc c'est qu'en cas de fromage dur qu'il y a lieu de se montrer rigoureux, surtout pour les Ashkenazim. D'accord, Abotai? Donc on a vu toutes les interruptions possibles et imaginables entre le lait, quand on va dans la viande, et l'inverse, entre le lait et la viande. On est d'accord? Maintenant on va voir quelles sont les mesures à prendre. En dehors donc du temps nécessaire, selon certains poskim et selon la consistance du fromage, les autres, on va voir aussi il y a des mesures à prendre. Quelles sont les mesures que nous devons prendre avant de consommer de la viande? Alors, première mesure qui est écrite dans le Shulchan Aruch, eh bien, consiste à se laver les mains. Parce que tu as mangé du fromage et tu veux manger de la viande, donc ou immédiatement pour... Ah, j'ai mal au bras. Ouais. Vous êtes quand même? Ah, non, c'est mon attaque de l'accident. Ah, ça saute la Torah, on va parler des mains justement, donc ça va ça la dernière fois quand on parle des choses comme ça. Donc on a dit comme ça, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai mangé de la viande, d'accord? J'ai mangé du lait, mais j'ai mangé de la viande immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Alors tes mains risquent d'être souillées avec du fromage, avec du lait, et donc avant de manger de la viande, même si c'est permis immédiatement, ou même 1 heure après, même 6 heures après, d'accord, selon les poskim et selon la consistance du fromage. On est bien d'accord que mes mains risquent d'être khalaviot, d'accord, souillées par du lait, donc tu devras en premier lieu te laver les mains pour retirer tous les dépôts éventuels, d'accord? Si une personne, elle ne peut pas se laver les mains, je sais pas, elle est coincée à la maison, elle est au bout de la table, elle est chez les gens, déjà entre la viande et le poisson, hein, d'accord? C'est un Shulchan Aruch Mefourash, et déjà il y a très peu de personnes qui le font. Alors si tu fais ça entre le lait et la viande, tu rentres chez toi à la maison, et ta mère tu vas faire entre le poisson et entre le lait et la viande, elle va dire ma fille, t'es devenue extrémiste. Donc si c'est délicat, c'est bien, hein, ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre une serviette, d'accord? Prendre une serviette et s'essuyer les mains avec une serviette, et puis les vérifier. Et bien regarder les mains pour constater qu'on n'ait pas de dépôt de graisse, d'accord, dépôt de gras sur les mains. D'accord, donc on a dit, se laver les mains c'est la khatria, a priori, mais a posteriori, s'essuyer les mains sur une serviette et se vérifier à l'aide de la lumière, eh bien, ce serait suffisant. A posteriori. Qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as mangé du fromage, mais tu n'as pas mangé ce fromage avec les mains, tu l'as mangé avec une fourchette? Qu'est-ce qui se passe si on a mangé à l'aide d'une fourchette? On vient de dire que non, la raison pour laquelle on doit se laver les mains, hein, entre le lait et la viande, c'est quoi? Hein? Pour retirer tout résidu éventuel. Or, lorsque tu vas te laver les mains, hein, tu vas manger à la fourchette, ben, tu n'as pas de résidu, tu n'as rien du tout. On avait dit entre le poisson et la viande, il est courant qu'il y ait des arêtes. D'accord? Et donc, comme tu vas les retirer, on ne retire pas une arête avec une fourchette. Donc nécessairement, sans le savoir, on risque de toujours rentrer en contact avec du poisson. Mais avec du lait, tu n'es pas obligé de rentrer en contact. Alors, est-ce que tu aurais besoin quand même de te laver les mains si tu manges à l'aide d'une fourchette? Eh bien, le minhag, c'est quand même se laver les mains, même si on mange à l'aide d'une fourchette. Comme ça écrit le Zifrei Tzedek et le Ben Ishraï. Mais une personne qui voudrait se montrer plus indulgente et ne pas se laver les mains dans ce cas-là, si elle est sûre de ne pas rentrer en contact avec le fromage, eh bien, elle aura sur qui s'appuyer. Donc la première mesure, c'est se laver les mains. Deuxième mesure, c'est tout simplement déloger les résidus. Donc dans ta bouche, maintenant, tu as du fromage, tu as du lait, tu as du gras, tu as du beurre, d'accord? Et maintenant tu vas manger de la viande. Si tu manges de la viande, même au bout d'1 heure, c'est quoi, t'es marmira de faire 1 heure comme il dit le Zohar, quand on est dans le Beth Yosef, vous vous rappelez? Tu marmira d'attendre 1 heure, mais en 1 heure, ta bouche risque encore de comporter des résidus laitiers. Et donc, il faudra tout simplement déloger ces résidus avant de manger de la viande. Donc d'un côté il faut les déloger, d'un autre côté il faut rincer la bouche. Comme ça nous dit le Shulchan Aruch, d'accord, chapitre 89, paragraphe 2. D'accord. Comment on fait pour déloger les résidus et pour se rincer la bouche? Et bien tout simplement il suffit de
Ouais, d'accord, mais maintenant, on n'est pas tous les jours. On mange quelque chose. On mange quelque chose, on mange un aliment. On mange un aliment. Neutre, voilà. On mange une salade, on mange du pain, d'accord? Et de cette manière, eh bien, on va tout simplement retirer le fromage qui est coincé entre les dents. D'accord? Qui est collé entre les dents. Donc on mange un aliment qui a la même consistance que le pain, quel qu'il soit. Ça peut être une salade, ça peut être du pain, ça peut être un gâteau, quel qu'il soit, d'accord? En dehors de quoi? Quels sont les aliments qui ne sont pas tolérés pour cela? D'accord? Ça doit déloger la résidus. Donc, si tu veux prendre un goumi, comment on dit un goumi? Non, non, pas un mastic. Un élastique. Un bonbon. Ouais, un truc comme ça, vous savez, les Ah oui, bonbons. pour les dents. Comment ça? C'est pas un élastique. Non, on mange. Ah, les fûts Langue dentaires. de chat. Un serpent. Langue de chat, c'est avec plein de sel comme ça et de sucre. Ah oui, D'accord. Ah. Goumi, on dit en français. En hébreu. Jelly, une jelly. Une gelée, je sais pas comment on dit en français. Oui, Oui, non, non, c'est c'est ça. les D'accord. Ce qui est super bon pour les dents, c'est très préconisé par le docteur, par le dentiste. Dentifrice. Voilà. Un dentifrice, quoi un dentifrice? Je sais pas, j'ai pas compris. Non. Des bonbons, les bonbons. Ah, Des bonbons comme ça, comme les Coca-Cola. Et ben en quoi ça s'appelle un fil. C'est ce qu'il faut Un fil, alors un fil, voilà, un fil salé comme ça, sucré. D'accord? C'est sucré. Eh bien, c'est salé sucré, non? Moi, tu vois, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut utiliser ça en bouteille pour déloger les résidus ou pas? Non, mais pas partout. Au contraire, Non, mais c'est même pas partout, même quand vous mangez une carotte, c'est pas partout, mais. Tu as raison. C'est quoi? C'est collant. C'est collant, ça va encore plus coller. Donc ça ne marchera pas. D'accord? Comment? Ça va enfoncer. Ouais, ça va. D'accord. Et donc, alors à l'époque du Shulchan Aruch, ça n'existait pas encore ces cochonneries, parce que c'est très mauvais pour les dents, mais il y avait des dates. D'accord? On mangeait des dates. Eh bien, les dates, elles sont interdites pour remplir cette mission. D'accord? Ce rôle, il doit tout simplement être rempli par n'importe quel aliment en dehors des dates. Parce que les dates vont coller dans les dents. En dehors des herbes, d'accord, tu prends de la salade, du persil, des choses comme ça qui sont pas entiers, que c'est pas un aliment entier, ou c'est très une consistance qui ne va pas déloger les aliments. Et enfin, des aliments qui sont poudreux. En poudreux, tu veux prendre du cacao, tu veux prendre en poudre, ou de la farine, des choses comme ça, bien entendu, tu ne pourras pas. C'est pas courant de se déloger la dent avec de la farine, mais en tout cas, je sais pas, quelque chose de poudreux, tu ne pourras pas. D'accord? Pourquoi? Parce que dans tous ces cas, eh bien, tous ces éléments, ils vont coller aux gencives et au palais et ne vont pas permettre aux aliments de déloger les résidus. Et donc, la halakha et maaser botaï, eh bien, on pourra utiliser tout aliment en dehors de dattes, d'herbes et d'aliments poudreux. D'accord? Donc, on a dit, ces aliments, ils vont avoir pour but de déloger les résidus. Troisième étape, c'est de rincer. Une fois que tu les as délogés, donc maintenant ils ne sont plus collés dans tes dents, ils sont dans ta bouche. Alors, comment tu fais? Avant de manger de la viande, eh bien, tu vas faire passer ces résidus. Comment? En buvant une boisson quelconque. Tu vas boire un verre d'eau, d'accord, toute boisson, tu feras cet usage, et dans ce cas-là, ce sera permis, on devra boire. D'accord? On n'a pas besoin de faire un gargarisme ou de rafraîchir la boisson. Il faut juste de le boire, tu bois normalement et tu vas avaler ces résidus. Oui, c'est ça? Non, c'était. On a dit pas des dates, mais j'ai expliqué qu'à notre époque, les dates c'était comme ces fils qui sont acidulés. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en botaille dans le cas où j'ai mangé en premier lieu du lait, et après j'ai mangé du poulet, la volaille, j'ai pas envie de manger de la viande rouge. C'est la même chose ou pas d'après vous? Est-ce que entre le lait et le poulet, j'ai besoin aussi de me laver les mains, de brosser la bouche, de boire un aliment, d'éloger les résidus? Oui ou non? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, pourquoi non? Parce que c'est pas aussi grave que la viande. Vous avez raison. À se laver dans vos tailles, il faut savoir que se laver les mains et se rincer la bouche, c'est pas nécessaire. Entre eux, la volaille et le lait. D'accord? Selon la stricte loi, bien entendu. Selon Shulchan Aruch, donc toujours chapitre 89, paragraphe 2, c'est pas nécessaire. Ceux qui exposent de se rincer la main et la bouche. Enfin, les mains et la bouche, c'est pas une obligation absolue. Shulchan Aruch, il dit que c'est pas obligé. Certains poskim sfaradim, notamment le Ben Ishraï, c'est que le Ben Ishraï en général, il ne cherche pas des culottes, il est plus, comme c'était un grand Mekoubal et très kadosh, il cherchait plus des chomrotes, si on pouvait pas aller à laquelle c'est mieux. Mais selon le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de le faire. Et pour les communautés ashkénazes, eh bien, ils ont l'habitude aussi de quand même se laver les mains et la bouche entre le poulet et le lait. Oui? On mange quand même quelque Entre le lait et le poulet, pardon. On mange quand même quelque chose. Il fait mode.
Si, Béhémet, on est d'accord que dans la bouche, entre les dents, ça peut se coller. Donc là-bas, eh bien, ce sera oui nécessaire de consommer un aliment pour déloger tous ces résidus. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Une personne, eh bien, elle n'a pas mangé du lait ou du fromage, elle n'a pas mangé un aliment lacté, elle a juste bu du lait, un verre de lait. Et maintenant, elle a envie de manger de la viande ou du poulet. Elle aura besoin de se laver les mains. Poulet, non. Et les dents, Pour le poulet, non. ça se colle pas, le lait il se colle pas, ça passe rapidement. C'est pas des résidus, on est bien d'accord. Vous allez dire, ouais, mais il y a encore du lait. Mais non, mais il y a la salive. C'est-à-dire, quand on mange quelque chose, le goût il ne reste pas dans la bouche une demi-heure. Ça passe rapidement en général. Quand c'est un aliment très fort comme ça, comme du foie ou du fromage très fort, mais ça c'est pas par rapport à la dent, c'est par rapport à la digestion qui est plus longue. Mais, comment? Occasion. Non, au cas où. Ah, au cas où. Au cas où. Au cas où on a quand même. Au cas où. Ah, ça va, ça se dit. Ouais, au cas où, c'est pas. Bien sûr, c'est une autre classe. Voilà, c'est un autre. Alors, et donc dans ce cas-là, Moi, je pense qu'il y a encore. eh bien, vous dites quoi au cas où? Eh bien, Au cas où, comme c'est resté. Mais du lait, ça au cas où ça pourrait se coller dans les dents, vous dites? Pas collé, mais imaginons par exemple, on a un résidu. Oui. Après, il y a le lait qui est rentré dans le résidu. Et voilà. Ça fait qu'on a. Non, mais c'était que du Mais c'est pas un grand méchant loup l'origine. En général, s'il est là, il est coincé entre les dents. Si vous allez manger du fromage, quand vous allez manger quelque chose de consistant, effectivement, il faut le déloger. Éventuellement, parce que même ça fait. C'est pas que dès qu'on mange, on a des résidus entre les dents. Ça peut arriver, c'est pas quotidien. Tandis que boire du lait, quand on boit, eh bien, ça passe tout de suite. Si j'ai rien mangé, j'ai juste bu, eh bien, me rincer la bouche, eh bien, ce sera pas nécessaire. Que ça dit des poskim parce que ça ne laisse aucun résidu entre les dents et même sur les mains. On n'a ni besoin de se laver les mains, ni de se rincer la bouche. C'est clair, vos tailles? Oui. Bien entendu, une personne dont la dentition présente des irrégularités, eh bien, devra systématiquement se brosser les dents, passer un fil dentaire, parce que là, dans ce cas-là, nécessairement, il y aura toujours des résidus. Ok, à vos tailles? Il y a une question? Oui? Comment on est voir? Pas entendu? Ce que vous disiez? Qui parlait? Non, c'est une question. Ah, excusez-moi. Il faut qu'une distinction entre le poulet et la viande pour tout le reste, et là on fait une prendre. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est, regardez, on a peur qu'il reste un résidu éventuel dans la bouche, sans qu'on l'ait vu, et que dans le prochain repas, il puisse sortir. Ouais. C'est d'accord, ça peut arriver, c'est vrai, c'est pas quelque chose d'extrêmement rare, mais c'est un rachage qui est quand même qui est pas obligatoire. C'est pas 50% des cas, ça peut arriver à 10% qui reste un résidu et que ça sort lors du prochain repas. Donc entre le poulet, vous savez que Rabbi Yossi Aglili, dans le Galil, il mangeait le lait et le poulet. Pourquoi? On mangeait du lait et du poulet ensemble, il n'y a pas de l'agmara dans une région qui c'est dans le Galil. Pourquoi? Parce que l'autre Vachel dit t'as pas le droit de manger du veau avec le lait de sa mère. Or, le poulet qui n'a pas de lait, quand le poulet n'a pas de lait, oui, on est d'accord? Et bien dans ce cas-là, comme il n'a pas de lait, donc son poulet, on aurait le droit de le manger avec du lait. On est d'accord? Ouais, dans ce cas-là, on peut faire pareil pour tout ce qui est babé, non. Tout ce qui est volaille. Ouais, vous avez raison. La dinde, je sais pas moi, une oie, du canard. Ouais, vous avez raison. On va dire un peu. Comment? Pourquoi alors on mange pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Aglili, il faisait comme ça. Il faisait effectivement, il le mangeait. À l'époque, eh bien, on avait l'habitude tout simplement de faire la distinction entre quoi et quoi. On faisait la distinction entre la région. C'est que chaque région avait son minag. Pourquoi le Rambam il est venu? Il a écrit comme ça en guise d'introduction dans les lois du Rambam, dans le Mishneh Torah, il écrit comme ça. Le Mishneh Torah, il écrit que je compile toutes ces halachot, parce que je constate que les Yeridat Adorot, la chute des générations, le manque de sagesse qui est dû eh bien, à un manque de parnassa, les gens ils sont toujours dans la tirda, ils sont toujours en train de rechercher, ils sont toujours en train de courir, et les pogroms qui frappent l'âme Israël dans le monde entier, fait en sorte que la Torah maintenant s'oublie de plus en plus. Et chacun il avait un minag différent. Donc après on va se retrouver pour se sauver
d'un pays dans lequel il y a des xérotes contre Israël, on va se retrouver dans un pays, chacun va faire une halakha différente et la Torah va être oubliée à la fin. Parce que la Torah, après, ça va devenir crime, chacun il pense comme il a vu, comme il a entendu, comme son minal. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Il a dit pour éviter tout ça, je vais compiler toutes les halakhot qui sont écrites dans la Mishnah, dans la Gemara, et je vais en faire tout simplement une compilation d'halakhot. De cette manière, il a évité, parce qu'il s'est rendu compte qu'au fil des temps, eh bien, les minagim de chaque ville eh bien, faisaient que la Torah, elle était plus qu'une, elle était plusieurs Torahs, 13 de Shalom, et après, eh bien, on risquait de perdre tout simplement la samchout et la force, comment dire, législative que représente la Torah. Parce que chacun va le constater et va l'interpréter à sa manière. Et donc, pour éviter ça, eh bien, il a fait un minag et il a fait son tour. Ce qu'il a fait, c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a dit, comme il y a tellement de minagim, donc on est obligé de prendre un minag et d'évincer, on va dire, tous les sortes de minagim et de faire une loi qui est universelle. D'accord? Qui est uniforme. C'est-à-dire que c'est le but. Avant ça, chaque minag, chaque endroit, chaque ville, elle avait un minag différent. D'accord? Mais quand tu vas avec ton rave, jusqu'au bout, la Gemara, elle apprend justement de ça dans Rabbi Yossi Aglili, qui mangeait du lait et du poulet, c'était pas une interdiction, pour au contraire. Ils allaient selon leur rave, ils suivaient les instructions de leur rave, et c'est une ma'ala, c'est une qualité, c'est pas du tout un défaut. Ah, tu veux dire, ils sont maquillés selon leur rave. Sûrement ce même rave qui a des coulottes dans ce domaine, il a des chomrotes dans d'autres domaines. On est bien d'accord? Et donc, ils allaient jusqu'au lui, selon ses préceptes, bien, pour le bien, pour le pire et pour le rien. C'est-à-dire qu'ils allaient, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, ils le suivaient jusqu'au bout. Et la Gemara, elle amène là-bas, justement, une Gemara dans Shabbat, elle dit que donc chez Rabbi Yossi Aglili, ils mangeaient du poulet avec du lait. Et dans cette région, ils avaient aussi un autre minag, c'était quoi? C'est écrit dans la Torah, Biyom Hashmini, Imol, Bassar, Orlato. Sur quoi s'applique ce passage en détail? Biyom Hashmini, Imol, Bassar, Orlato. C'est quoi ce passage? Le 8e jour. Voilà, la Mila. Imol, il va couper, d'accord? Bassar, Orlato, les 7 pots. Et donc, la Torah nous dit que le 8e jour, quoi qu'il arrive, que ce soit Shabbat, quoi qu'il porte, tu fais la Mina. Ah, il y a du sang, le fait de couper cette direction de la Torah, le fait de faire du sang, le fait de, comment dire, les rapotes, d'amener certains préceptes médicaux pour pouvoir sauver l'enfant. Après, donc tout ça, ça va entraîner des interactions de la Torah, oui, c'est vrai, mais la Torah te dit, 8e jour, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, même si en soi-même, sortir du sang, c'est interdiction. Se brosser les dents pendant Shabbat, si tu sais que tu vas sortir du sang, c'est interdiction. Là, faire la brit mila, c'est un sourd d'Oraïta. Si tu fais une opération à quelqu'un, tu fais exprès de lui couper une partie de sa chair et qu'il y a du sang qui coule, c'est interdiction. Mais pour un enfant, pour un petit bébé, non seulement c'est permis, mais en plus c'est une mitzvah qui va l'istrote et à Shabbat. Alors que c'est le Shabbat qui va pousser l'équipement. Mais Rabbi Yossi Aglili disait que non seulement on peut faire la brit mila le jour de Shabbat, mais on peut aussi faire tout ce qui est marchiré mila. C'est quoi marchiré mila en détail? Tout ce qui est nécessaire pour la mise en place de la brit mila. C'est pas seulement la brit mila elle-même qui repousse le Shabbat, c'est aussi tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que prendre le couteau et l'aiguiser pendant le Shabbat, pour l'aiguiser, d'accord? Et prendre du feu pour pouvoir tout simplement lisser cette lame. C'est-à-dire tu vas allumer le feu, tu vas aiguiser le couteau, tu vas faire mille et une préparations pour que la brit mila puisse se faire le 8e jour. Le dire Rabbi Yossi Aglili, c'est permis. Et c'est une mitzvah. C'est pas seulement la brit mila qui repousse le Shabbat ou Kippour, c'est aussi les marchiré mila, c'est-à-dire tous les étapes nécessaires avant la mise en place et avant l'élaboration de la brit mila. Eh bien, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit il y a des Romains qui sont venus en Israël et ils ont imposé un décret d'interdire la brit mila dans tout Israël. Dans tout Israël, on n'a pas le droit de faire la brit mila, sauf dans une seule région. Laquelle? Dans quelle région ils faisaient quand même brit mila? Le décret ne les a pas touchés. Quelle région? Cette région-là du Galil, de la ville de Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi? Et comme ils suivaient leur rave, quel que soit ses préceptes et ses enseignements, même si on va dire que c'était là une khumra qui faisait, c'était une koula qui faisait, mais ils faisaient selon leur rave, eh bien cette région a été sauvée de la propagation de ce décret. Tu vois comment écouter un rave et de suivre jusqu'au bout, que ce soit donc dans des koulottes, dans des khumrotes. Si tu prends une koula de tel rave et tu prends une koula d'une autre rave, tu dis c'est bon, lui dit que c'est assez permis, et dans un autre domaine, lui dit que c'est interdit, mais je vais chercher un rave qui permet, la Gemara dit ça, c'est un rachat qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il prend les koulottes de
Bet Shammai, il prend les culottes de Bet Hillel. Soit tu prends Bet Shammai jusqu'au bout, avec toutes les culottes et les chumrot, soit tu prends tout le Bet Hillel jusqu'au bout, avec les culottes et les chumrot. Tu ne peux pas prendre les culottes de Bet Shammai et les culottes de Bet Hillel. C'est impossible de faire ça. C'est un rachat, c'est que tu vas prendre la Torah et tu vas faire en sorte que quand ça t'arrange, tu vas accomplir la Torah. Ça, c'est l'interdiction. Alors, ça, c'est un rachat, comme ça le dit l'Egma. Ce qui signifie que tu vas avec ton rab jusqu'au bout. Qu'ils te disent des choses qui te plaisent, des choses qui te déplaisent. Donc, même si des fois tu dis non, ça il est trop dur, ou trop, une fois que tu l'as pris sur toi, tu vas aller jusqu'au bout. C'est clair, bataille? Comment je C'est les harab, mais c'est avec une safek. Prendre un rab et n'est plus doux. Parce qu'après, au Hachem, la Torah est tellement grande. La Torah, comme disait Rachid Truc, elle est une, pas une, thune. Et donc, quand elle vient sur terre, elle a été donnée à des êtres humains. Les êtres humains, on est différents l'un de l'autre. Donc chacun va l'interpréter différemment. Donc, au Hachem, la Torah est tellement riche que tu peux avoir, sur une même halakha, tu peux avoir 2 ou 3 avis. Alors ça, tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais? C'est pas oui, c'est pas même ce que je fais. Tu as le doute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te prend, on va une on va jusqu'au bout. On va une on va jusqu'au bout. Tu veux pas, parce que tu commences à danser et à écouter. J'ai pas dit qu'il faut pas écouter tous les avis, il faut comprendre tous les avis. Mais toi, tu vas avec ton rap jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on essaye les Ratachem et au Seigneur d'avoir un cap. On a toujours un amour, on va jusqu'au bout. Un amour, on entend pas très souvent ça dans les cours, dire en Israël, au Hachem et dans le Rav Yosef m'a inculqué ça personnellement. Il dit qu'on doit enseigner ça au public, surtout en France, parce qu'en France, comme on a grandi dans plusieurs kéhilotes, dans plusieurs villes, il y a beaucoup de rabbanim très souvent ashkénazim. C'est eux qui sont venus après la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont remis le judaïsme sur place. On est bien d'accord, après la destruction de la Deuxième Guerre mondiale, et puis après tous les Sfaradim, ils sont arrivés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, ils sont arrivés, ils étaient très boulbalim par l'influence française. Donc vous voulez tous devenir cultivés, tous devenus des grands médecins, ils ont tous changé leur nom, ils s'appellent Jean-Luc, Jean-Pierre, les noms, il y en a beaucoup qui s'appellent Messorod et Mesorob, il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça. Et il y en a quelques-uns, mais pas tout le monde, pas beaucoup. Enfin, en tout cas, ils ont beaucoup changé le nom. Il y avait une influence, donc qu'est-ce qu'ils ont fait à Ben Ashkenazi? Ils ont tenu, et grâce à eux, ils ont sauvé. Le Chesed Hashem, le Freikin, et le Rotendal, le père du d'accord, il y a des gdolim comme ça qui sont venus, et qui ont, il y a à Strasbourg, le Rav Abitbol, d'accord, qui avait pris il y a des rabbins qui sont venus, qui se sont levés et qui ont réenseigné la Torah, qui est, bon, la France maintenant, elle est repartie dans le bon chemin. Le truc, c'est que quoi, dans la halakha, eh bien les gens, ils étaient méboulbalim. Parce qu'ils arrivent, chacun, donc Tunisie, Maroc et Algérie, ils ont tous un minhag différent. Ils arrivent en France, t'as les rabbanim Ashkenazim, t'as les rabbanim Chabad, t'as certains rabbanim Sfarad, mais ils ont honte de leur honte parce qu'ils n'ont pas envie de s'imposer, parce qu'ils sont trop anables. Alors on ne sait plus quoi faire. Après on dit, on fait quoi? On le fait, on ne fait pas. Quel est le chemin à prendre? Alors, il y a eu un bilboul qui a été fait comme ça dans la halakha. Enfin, il y a beaucoup de bilboulim. De revenir et de comprendre que là-bas c'est Shulchan Aruch, eh bien, c'est tout simplement un chemin qu'on se fixe, on va jusqu'au bout. Alors, Shulchan Aruch, ça a toujours été de nos aïeuls et grands-aïeuls, et depuis 500 ans, à l'époque du Beit Yosef, eh bien, on a tous, tout le temps, à toute époque, on a toujours pris sur nous la halachot, du Shulchan Aruch. Bon, à notre époque, ça revient. Alors, Beit Yosef, il était très fort dans ça. Il enseignait ça, il inculquait ça. Il disait qu'il faut revenir aux sources parce que c'est la base de tout. Tu as un rave, tu vas jusqu'au bout. D'accord, Routaï? Mais tu vas dire, ouais, mais des fois il y a des couleurs, des fois il y a des khumrot, et des fois, voilà, on va aller khalal maintenant Kippour, on va aller khalal Shabbat pour pouvoir faire limer la lame de la Brit Mila. Tu as raison, mais tu le fais selon ton rave. Donc tu vas avoir une Siyata Dishma, tu vas avoir une aide divine particulière. C'est ce qui s'est passé dans tout Israël, ils ont interdit de faire la Brit Mila en dehors de la région de. Oui, c'est parce qu'il allait jusqu'au bout. Il le suivait, Ba'esh Bama, ils vont dire en hébreu, il suivait. En français on dit envers. On va contre tout. Ouais, non, mais il y a un autre truc. Sous pluie et neige. Sous pluie et beau temps. Non, sous pluie et intempérie, c'est comme ça. Genre c'est que, quelles que soient les circonstances, on va jusqu'au bout. Et bien dans ce cas-là, ça montre donc ta détermination et la Kabbalah que tu as de ton rave qui va être à toute épreuve. Oui, j'ai une question. Comment on sait quel rêve il faut suivre? Fais mieux rêve. Eh bien, comment c'est que il faut suivre un rave qui va vous enseigner, qui va, comment dire, avoir une vision d'ensemble, pas juste dans un domaine ou qui va enseigner tel et tel halachot ou tel et tel. Parce que très souvent on mélange entre la shkafa, entre la chassidoute, entre la halacha. La halacha c'est un domaine géant en soi-même. On pourrait étudier toute notre vie de la halacha, ce serait infini. D'accord? Et
Donc on prend un rave et on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà, ou bien on fait comme nos parents, si nos parents ils ont une DA, parce que bon, on vient tous de familles religieuses, ou bien on va, une fois qu'on vient en Israël et qu'on est loin de nos parents, eh bien on essaye donc de voir, on écoute. Alors quand on écoute toutes ces déotes, il y a des filles par nature, elles sont très rigoureuses. Elles n'aiment pas les coups là. T'as dit, moi j'aime pas, je sens que j'ai besoin de faire mieux. Comme tu es rigoureuse avec toi-même, alors peut-être qu'effectivement, ton âme, elle te laisse attirer vers tout ce qui est rigueur et vers tout ce qui est khumrot. Il y en a d'autres qui disent, attends, écoute, moi j'ai envie d'avoir une vision d'ensemble à toi. Je vais avoir le derrière comme ça. Pas parce que je cherche une coula, parce que tout simplement, j'ai envie, avant de prendre une décision et de dire je vais être plus marmire, moins marmire, je vais d'abord savoir qu'est-ce que la loi me demande. Et après je vais rajouter. Ça c'est important. Pour être chalem, pour être entier, eh bien, il faut avoir une vision totale, une vision générale, une vision globale. Une fois que tu sais tout ce qu'il faut faire dans tous les domaines, parce que des fois tu fais une khumra dans tel domaine, je sais pas, tu manges pas tel ashgacha, je sais pas, c'est facile de parler ashgacha. C'est pas de la faute l'ashgacha, c'est juste un comportement qu'on prend. Et à cause de ça, tu risques de vexer telle personne. J'ai pas dit que on doit changer d'avis et de détermination et de décision quant à notre nourriture et à notre ramat kashrut en fonction des crises de Paul, Pierre et Jacques. J'ai pas dit ça. On doit aller jusqu'au bout. Simplement avec intelligence, avec chorma, avec finesse et sans vexer personne. C'est important. Et donc, avant de faire une khumra, je fais pas telle chose, d'abord connais d'abord tout le code pénal, après rajoute. Le code pénal, c'est toujours un. Quand on me demande quel rave prendre, un rave qui a une vision parfaite de tout le Shulchan Aruch et qui va inculquer, qui va avoir un cadre qui est bien clair. Et très souvent, ils te disent, ouais, les Chabad, ils font ça, les Marocains, ils font ça, mais moi, je suis pas marocaine. Et les Tunisiens, ils font comme ça. Bon, c'est là. Chacun, il va venir, il va comment dire, l'idgol, et il va lever le drapeau de la. En disant, voilà, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. T'as raison. Chacun, il a sa manière de voir les choses, c'est très bien. Mais il faut prendre des gdolim, des vrais gdolim qui sont une vision d'ensemble qui laisse toute la Torah, en Ashkafa, en Gdusha, en Halakha, et ceux-là, il faut les suivre jusqu'au bout. Oui. C'est selon notre mari, Là, une fois qu'on est marié, on suit notre mari. Mais le problème qu'on a, c'est que ce que je viens de dire maintenant, ça a l'air d'être évident pour vous. Et dans les shivot, comme on sait, ils ne connaissent pas, c'est-à-dire, ils disent, pour eux, ils prennent un livre, ils disent, bon, je fais comme dans le livre. Et des fois, c'est Mishnah Berurah, des fois, c'est pas des minhagim qu'ils ont eu, des fois, c'est des sfaradim comme des ashkenazim. Même eux, là-bas, il n'y a pas souvent un cave et une ligne à suivre, une ligne de conduite. Il n'y a pas souvent. D'accord, c'est un cave, c'est une ligne de conduite. D'accord. Il n'y a pas, ça va souvent selon les intempéries, selon les courants, mais c'est pas toujours une ligne qui est bien tracée et qui est bien claire. Donc, on va avec un rave jusqu'au bout. Ok, Rabotai. Enfin, on va voir, c'est un nouveau chapitre, toujours donc dans le cadre de l'homme d'affaires de Khalav. Mais là, on va voir maintenant quelles sont les mesures nécessaires contre la consommation d'aliments de nature différente. C'est-à-dire que j'ai mangé de la viande et je vais manger du lait. Ou bien j'ai mangé du lait et je vais manger de la viande. Je vais attendre 6 heures, je vais attendre 1 heure, ou je vais attendre rien du tout. Alors, quelles sont les mesures? Est-ce que je peux sur une même table manger de la viande et du lait? Jusqu'à présent, on a vu les mesures à prendre sur mon corps. D'accord, mes mains, ma bouche, mes dents. Mais là, on va voir maintenant au niveau matériel, au niveau des instruments, au niveau des aliments, au niveau pardon, des objets. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour tout simplement consommer 2 aliments de nature différente? Alors, bien entendu, la première condition qui est nécessaire et qui est logique, c'est tout simplement débarrasser la table. Tu as mangé du lait, tu as mangé de la viande. Donc on a dit, tu peux le manger immédiatement. Les filles minadines, selon la stricte loi, tu peux les manger immédiatement à l'intérieur. D'accord? Mais, donc, tu ne marques pas de délai. Tu dois te laver la bouche, tu dois laver les mains, on a déjà vu ça. Mais non, est-ce que tu peux manger sur une même table? Bien entendu que non. Tu dois d'abord retirer et débarrasser toute la table. D'accord? Il faudra retirer tous les déchets éventuels qui restent à table. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur ces déchets, il risque d'avoir de la graisse, des résidus de l'aliment précédent que tu as mangé. Si tu as mangé du lait, pendant que tu as mangé de la viande, et bien à table, il risque de rester quelques résidus lactés. Et maintenant, tu vas mettre de la viande dessus, ou à côté, ben, ça risque de se mélanger. Donc, première mesure, c'est tout simplement en débarrasser la table. Ok? Deuxième mesure, qui est aussi peut-être une évidence, c'est de débarrasser les restes du pain. D'accord? D'enlever tous les restes du pain. Donc tu as mangé du lait, d'accord? Et il y avait à table des
des morceaux de pain, il y avait des tranches de pain. Eh bien, avant d'y déposer un plat carné, tu devras tout d'abord retirer tous ces restes de pain, d'accord, tous ces morceaux de pain, tous ces tranches de pain. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors d'un repas, qu'est-ce qui se passe? Tu as le pain à table, et toi en plein repas, tu dis, ah il est bon ce pain, d'accord? Ah, tu vas prendre un nouveau morceau de pain. Donc tu vas ou bien ouvrir le pain, ou bien le couper, d'accord, des fois tu le coupes avec les mains. Or tes mains, on a dit, elles sont porteuses de graisse, de l'aliment court, donc tu vas tout simplement contracter à ce pain le caractère du repas que tu es en train de consommer. Donc si tu es en train de manger du lait, eh bien ton pain qui est à table deviendra un pain à la vie. Vous êtes bien d'accord? Parce qu'au cours du repas, tu risques de toucher ce pain. D'accord? Béhémet. Il faut savoir que même si on se dit non mais je pense pas l'avoir touché, je pense pas, ça peut arriver mais je ne me rappelle pas avoir touché, malgré tout nous dit le Rav Moshe Feinstein, il est donc le Gdolador aux États-Unis, eh bien il dit que dans ce cas-là, on devra quand même considérer que ce pain adopte le caractère du repas en cours. Est-ce que c'est clair à votre taille? Pourquoi? C'est si évident. Je ne me rappelle pas, mais je ne pense pas que j'ai touché. Un truc qui a giclé dessus, je sais pas. Ouais, mais on a dit, les gouttes de viande ou de lait, c'est pas des grands méchants loups qui veulent attaquer un pauvre morceau de pain inoffensif. D'accord? Vous avez trop vu, ça s'appelle avec le petit chaperon rouge, d'accord? C'est pas un grand méchant. Et la main, bien, nous dire à M. Feinstein, il est tout simplement courant que lors d'un repas, eh bien, on touche du pain. On a dit que le pain, c'est un aliment qui amène la chayout, c'est-à-dire que tout simplement, l'ol al-lechem levado yechi adam, kol motzapi Hashem, nous dit Srazal, dire que le pain, c'est un aliment qui est vital. Comme c'est vital, donc au cours d'un repas, nécessairement tu peux toucher le pain. Mais sans même t'en rendre compte. Rappelons, on a dit que les mains, elles peuvent toucher toutes sortes de choses pendant le repas sans s'en rendre compte. Pendant le repas ou tout au long de la journée, on se touche des fois les cheveux, c'est pour ça qu'on fait une fila. Il faut d'abord se laver les mains. D'accord? Avant de faire une fila, tu dois te laver les mains. Avec Kelly ou sans Kelly, l'essentiel c'est d'abord se laver les mains. On ne peut pas toucher les cheveux. Les cheveux comme ça, oui, mais à l'intérieur, d'accord, sur le cuir chevelu, non. D'accord? En tout cas, si on fait ça, après il faut se laver les mains pour faire une bracha, ou d'étudier la Torah. D'accord? C'est toutes sortes de. Je ne sais pas si on se touche les oreilles ou le nez, des choses comme ça. On doit d'abord se laver les mains avant de dire une bracha. D'accord? Si c'est extérieurement, il n'y a pas de problème. Mais si c'est à l'intérieur, alors dans ce cas-là, dans les cheveux, des choses comme ça, on doit d'abord se laver. Ok, un détail. Donc, on revient à ce qu'on disait. Comme les mains, pendant le repas, elles peuvent toucher toutes sortes d'aliments, et que le pain, c'est un aliment qui est vital, donc il sera considéré comme ayant contacté eh bien, le repas en cours. Et donc, si tu as mangé chalavi, ton pain deviendra chalavi. D'accord? Mais ça s'applique seulement sur des restes de pain, sur des tranches de pain, sur des miettes de pain. Et qu'est-ce qui se passe si maintenant tu as un pain entier? Il était resté à table. Tu vois qu'il est entier, il est intact. Ou bien tu as un gros morceau de pain, il est coupé, c'est un gros morceau comme ça, tu veux dire quoi? Il est bien tout, khalavi, ou s'il est en tranche, d'accord? S'il est en tranche, c'est aussi différent. Oui? Ouais, moi j'avais une question sur. Vous savez, le pain qui est en tranche dans les sachets? Khazak. On appelle ça ici le pain de Jean Valjean. Vous vous rappelez Jean Valjean? Le pain de misérable. C'est une niche de pain comme ça, ceux qui ne sont pas tranchés, tu l'arraches. D'accord? Eh bien à ce moment-là, effectivement, là dans ce cas-là, c'est celui-là qui va contracter le caractère du repas en cours. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que tu l'ouvres avec tes mains, tu le coupes avec les mains, tu le déchires, je sais pas comment on dit ça, d'accord? Mais s'il est déjà tranché, alors effectivement, comme il est déjà tranché et qu'en Israël, donc, il est entouré de son plastique, d'accord? C'est vrai que c'est pas très élégant comme truc de mettre du pain en plastique. En France, on ferait ça, on dirait qu'on va à l'asile. D'accord? En Israël, on s'est habitué à ça, aux sachets de lait qui sont, qui sont dans tous les sens. Et en plus, depuis qu'il y a le nouveau, vous savez, la nouvelle pichette, là, il y a un truc qui coupe déjà. Très souvent, on ne fait pas attention. On le rentre à l'intérieur et puis ça va se couper sans qu'on sache. Vous avez des fois, il y a une marque de lait en dessous. Ça vous est déjà arrivé? Non, venez à la maison tous les matins, les enfants, il y a des savons de partout. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, c'est très courant que quoi? Comme il y a du plastique autour, donc il est protégé. D'accord? Donc, je répète, si le pain est déjà tranché, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, il est peu probable que la graisse qui se trouve sur tes mains
eh bien, soit contracté à ce morceau de pain. Parce qu'il est entouré de son sac plastique. Et en plus, toi, pendant le repas, on va dire que pendant le repas, tu as voulu te servir du pain. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta main à l'intérieur du sac et puis tu prends combien? Tu prends pas 10 tranches, tu prends la première. Tu prends la deuxième, c'est-à-dire que tu prends que celle du devant. Donc tout le reste, nécessairement, il est intact. Vous êtes d'accord? Oui. Et puis s'il est déjà coupé, c'est quoi le problème? C'est quand tu as la miche de pain de Jean Valjean, hein, tu la tiens d'un côté, puis de l'autre côté, tu l'arraches. Ou bien tu la tiens d'un côté, puis tu la coupes. On est bien d'accord? C'est-à-dire que ta main, donc tes deux mains, se sont attaquées à ce morceau de pain inoffensif. D'accord? Mais tu es en train de l'étrangler pour l'arracher. Mais quand c'est dans un sac plastique, c'est déjà coupé. Même sans sac plastique, vous savez quoi? Même sans sac plastique. Donc toi, tu es classe, d'accord? Tu ne fais pas partie de... D'accord? Tu es une autre classe. Et tu enlèves le sac plastique et tu le mets donc, dans un beau plateau. Maintenant, le pain, il est bien entendu ordonné. D'accord? Selon les tranches qui sont... Selon le pain qui est déjà tranché. Qu'est-ce qui se passe? Il est à table. Mais en général, quand tu as une tranche de pain, tu ne vas pas prendre la dernière. D'accord? Tu prends la première qui t'est présentée. Tu es bien d'accord? Oui, tout le monde est d'accord? C'est pas quoi dans le quel non? Ah non, j'ai pas compris. D'accord, c'est-à-dire que dans un poulet, c'est pas comme je vous donne un plateau avec du poulet. Alors toi t'aimes les cuisses, toi t'aimes les triangles, toi t'aimes les ailes. Alors chacun effectivement va se... Comment on dit? Le blanc. C'est pas le blanc. L'aile. Non, c'est ça. L'aile. Pas l'aile. Triangle, au-dessus de... C'est l'autre cuisse, alors. L'autre cuisse, c'est l'autre cuisse. Un triangle, bien évidemment. D'accord. Ah. Mais je suis là, d'accord. L'autre cuisse, chacun est différent, d'accord. L'autre elle préfère le blanc, et ainsi de suite. Maintenant, donc là, dans ce cas-là, ça va être relatif à chacun. Donc je peux mettre la main derrière, devant, c'est-à-dire je peux essayer de trouver, de ne pas prendre la première. Mais dans le pain, hein, elles sont toutes identiques. À part la toute première, qui est un gros morceau qui est entier, en général, on n'a pas envie de tomber dessus. Mais après ça, hein, eh bien, hein, elles sont toutes identiques. Donc sur la première, la dernière, donc il n'y a pas de différence. Donc tu ne vas pas commencer à balader sur le morceau de pain pour pouvoir prendre la dernière. Et donc, le pain, on considère qu'il reste totalement parvé. Donc je répète, s'il est entouré de son sac plastique, c'est pas très élégant certes, mais ça nous sauve d'un problème de halakha. Si il n'est pas dans son sac plastique, mais qu'il est déjà tranché, d'accord, et que on est dans un repas, familial, dans ce cas-là, hein, eh bien, il est peu probable que le reste des tranches ait été touché, donc il restera aussi parvé. D'accord? T'as pas un 64? Non, parce que c'est la même chute. La chute, c'est quand on est en train de manger un poulet au curry. D'accord? Donc avec... c'est jaune ou c'est orange? Curry, c'est orange, non? Jaune orange, c'est les deux. C'est jaune orange et moi, ça. Non, C'est jaune. Oui, c'est orange. il y en a un qui est jaune, c'est quoi? C'est le curcuma? Non. Curcuma, c'est orange. Non, les deux, c'est jaune et Mais non, orange. le curcuma, C'est c'est jaune. jaune. Curcuma, c'est jaune. Ah, les deux, c'est jaune. Ouais, c'est ça. D'accord. Et au curry, c'est orange, d'accord. Non, l'homme chalet, donc t'as les mains un petit peu qui sont souillées. Quand tu vas toucher effectivement ce poulet, d'accord, tu vas toucher par exemple ce pain, tu vas voir, là, tu vas constater la couleur. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est certain. Mais là-bas, tant qu'on reconnaît à l'œil, on ne peut pas dire que c'est Batel Béchichi. Ok, Batel Béchichi, c'est quand il y a une goutte de lait qui est tombée dans une soupe de viande. Et là, on ne reconnaît pas, tout s'est mélangé. Donc dans ce cas-là, effectivement, on rentre dans la considération de chichi, plus ou moins que chichi. Donc, ce serait quoi la solution à bouteille idéale et optimale? Ce serait de couper le pain avant le repas, tout simplement. Tu coupes. Tu sais que ça va être un repas, d'accord? Il va avoir temps et ton invité, bien tu coupes les morceaux de pain avant, d'accord? Parce qu'une fois de plus, au cours du repas, eh bien, les mains et les doigts se salissent facilement. D'accord? Si maintenant, au cours d'un repas, on voit qu'il n'y a pas eu assez de pain à table, eh bien, dans ce cas-là, avant de couper le pain, la solution pour sauver ce pain-là, d'accord? Eh bien, ce sera de se laver les mains. Tu te lèves, tu te laves les mains, tu les nettoies, tu les essuies, après tu coupes tout simplement le nombre de pains que tu auras besoin lors du repas. Si ça aussi c'est pas possible, parce que j'ai dit que des fois on ne peut pas toujours se lever pour un repas, on prend une serviette, comme on dit tout à l'heure, on vérifie à la lumière qu'il n'y a pas de résidus de graisse qui se soit collé à nos mains, et dans ce cas-là on pourra couper le pain librement lors d'un repas. Mais si on n'a pas pris ces précautions, c'est évident que ton pain deviendra en fonction du repas avec l'instrument. C'est clair, Odaï? Donc première précaution, débarrasser la table. Deuxième précaution, ne pas toucher le pain, ne pas retirer tous les résidus de pain. Troisième précaution, Odaï, c'est les salades. Les salades, en réalité, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, mais c'est une évidence parce que
c'est la même loi qui s'applique. De la même manière que tu dois retirer les morceaux de pain parce que on craint que le pain ait bien contracté le goût du repas en cours, et même pour les salades. Par exemple, tu as mis du hummus. Quand tu as mis du hummus, donc tu as mangé ce matin le petit déjeuner avec du hummus, tu fais à l'israélienne. Tu fais salade tomate concombre avec des œufs, avec du cottage, et avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il rajoute? Israélien? C'est tout, non? C'est tout. Ouais. Et après, et du hummus. C'était un vrai israélien, tu vois, le hummus. D'accord? Et après, donc tu as tout fini, et tu laisses le hummus à table. Maintenant, lors du repas du midi, tu as de la viande. D'accord? La charcuterie. Donc maintenant, tu veux utiliser ce hummus avec la charcuterie. On te dit dans ce cas-là, ce serait permis ou pas? Bah non. Ouais. Et pourquoi alors le sel et le sucre t'as Khadak. Alors, sel et sucre. Parce que si ça touche, Vous parlez d'un sel dans une salière ou d'une salière ouverte? La ouverte, on en a parlé à la fois qu'il faut éviter. Il faut éviter d'avoir une salière ouverte parce qu'effectivement, des fois, à l'intérieur, on a de la graisse, on prend avec les doigts, ça se contracte. Mais des fois, il y a des résidus, il y a des miettes. Donc on avait dit que si c'est une salière qui est fermée, alors il suffit juste de s'assurer que le corps de la salière soit propre, tout simplement. Que les éléments soient bien propres, pour pas que la graisse se contracte entre la viande et le lait. Mais quand elle est ouverte, on a dit que les khatri, là, a priori, il faudrait réserver une salière bassari, c'est-à-dire que si toutefois on n'a pas fait ça, il suffit de constater qu'il n'y a pas de résidus dans le pain de miettes. Ce que vous voyez, vous le jetez à la poubelle. Comme le sel, ça coûte rien du tout, ça coûte 2 shekels le kilo. Vous vous rappelez en histoire de géographie, vous avez appris que la bourse du sel, à une époque, vous rappelez la bourse du sel, ils mettaient ça autour de leur cou. Vous vous rappelez pas ça? Au cours du cou, ils avaient une sorte de petite bourse comme ça. Ils mettaient du sel et genre ça coûtait. C'était une denrée tellement rare qu'elle était dans certaines régions du monde. Eh bien, au lieu de te demander de l'argent et de l'or, ils te demandaient du sel. La bourse du sel. D'accord? La bourse du sel. Ok? Donc, le sel à notre époque, ça coûte 2 shekels le grand paquet d'1 kilo. Eh bien, on n'a qu'un problème dès qu'on constate quelque chose de le jeter. Si à chaque fois vous vous assurez que la salière est totalement propre, il n'y a aucun problème. Si c'est rempli de résidus, il y a un problème, effectivement. Ça peut être bassari, ça peut être la vie. Ça peut être... Comment? Je crois que c'était un 60 cher, mais le sel, on a dit que c'était bien. Pour le sucre, on avait parlé du sucre. Ah, pour le sucre. On a dit que le sucre dans lequel il y avait des gouttes de lait éventuelles, on avait dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut faire des caillots, encore des caillots de sucre. Et on avait dit qu'à un moment ou à un autre, le lait ne reste pas dedans indéfiniment. Même si c'est lui qui a constitué ce caillot, d'accord? Et bien qu'est-ce qui se passe? À un moment ou à un autre, ça va s'évaporer. Le lait qui est à l'intérieur, il ne reste pas indéfiniment. Un jour, 2 ou 3 jours, c'est plus du lait. Il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien du tout. Donc dans ce cas-là, j'avais parlé du thé qu'on fait après avoir mangé de la viande. Ce thé, il sera pas de prendre, même si dans le sucre, il y avait des résidus éventuels de... Comme, mais j'avais dit par contre, si tu veux faire la dafina avec ce sucre pour donner le couleur et l'aspect caramélisé, on a dit que c'est interdit, parce que là c'est du bichou. Ok, salade, donc on revient en salade, on a dit comme ça, que les salades qui sont neutres ont été donc servies au cours d'un repas lacté, eh bien ne devront pas être servies au cours d'un repas carné. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles vont tout simplement elles vont adopter le caractère du repas en cours. Et comme chaque convive se sert à l'aide de sa fourchette, dans sa fourchette il y a des résidus de son plat. Il est en train de manger un gratin, et après il prend avec cette même fourchette, il prend du hummus. Et dans ce cas-là, le hummus deviendra khalabi. C'est pour ça très souvent on met une cuillère. Pourquoi on met une cuillère dans une salade? Pourquoi on met une cuillère dans une salade? En général, ça n'a pas avec des mélanges, c'est pas très hygiénique tout ça. Avec ta fourchette dans laquelle tu as mis dans la bouche, la salive, et tu mets ça dans les salades. Et après, ton camarade va lui aussi goûter cette même salade avec, d'accord, avec la salive, bien entendu, c'est pas hygiénique. Mais, c'est une même famille, on n'est pas mal cuit en général. Un frère, une sœur, non, un frère et une sœur, ils boivent dans le même verre après. Comment on fait qui douche? Pas d'un qui douche, vous ne voulez pas d'un qui douche du même verre? Mais on renverse. On verse, d'accord, ça c'est en verse. Mais chez nous, à Paris, d'accord, en général, on boit d'un verre. Dans chaque verre. Chacun met dans son verre, entre avec les parents. Bon, alors à la goulette, en Bretagne, la goulette, c'est un endroit au fin fond de la fille. Et bien là, tous ensemble, on boit d'un même, on peut même boire de la même bouteille si tu veux. D'accord. Donc tout simplement, boire dans un verre, j'avais déjà parlé de la fois de Balte Shaketsu, on a déjà parlé de ça la fois de fin. Oui, oui. C'est relatif. Bretagne, vous vous rappelez
Oui, c'est pour ça qu'on met. Aura, vous vous rappelez de Vateshaketsu? Ouais, faire quelque chose qui va susciter un dégoût chez le prochain. D'accord, donc boire dans un même verre, ou bien après celui qui est en train de cracher devant son camarade, ça va le dégoûter. Quand tu craches devant, c'est des choses qui sont sales, on ne peut pas faire ce genre de choses. Il faut toujours garder une certaine dignité, ou plus que ça, des références. D'accord? Oui, Alana, vous disiez? Si? Si? Allez-y, vous avez toujours des remarques intéressantes. Pour le verre, donc on a dit pour un qui douche. Alors, j'avais dit que quand on a des grands verres, comme vous savez, les grands mitkan comme ça, les sortes de fontaines, eh bien là, ils font ça pour ça, mais dans une famille, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce qu'en général, on n'est pas avec lui de boire de la bouche entre frères ou avec les parents. On est moins avec lui. Ok, à bataille. Donc, les salades qui sont au cours d'un repas, d'accord, comme on craint le passage de reste ou de graisse, eh bien, on devra les réserver à ce même type de repas. Donc, si on a utilisé du hummus lors d'un repas, un khalavi, eh bien, on le mettra dans le frigidaire à l'étage khalavi, par exemple, pour se rappeler qu'il est khalavi ou écrire dessus qu'il est khalavi, pour pas justement le mélanger par erreur avec de la viande. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a pris soin de réserver une cuillère pour servir ces salades et elle va conserver un caractère neutre? Ce serait bon d'après vous, à votre taille? Tu as du hummus à table, mais tu as mis cette cuillère au milieu. Il y a une cuillère sur chaque salade. Dans ce cas-là, tu peux la garder après que tu as jeté la cuillère. Tu peux maintenant conserver son hummus et dire qu'il reste parvé. Il faudra faire attention de ne pas avoir touché l'assiette. Si vous pensez que vous n'avez pas touché l'assiette. Oui, tout le monde est d'accord? Comment? Si on sait qu'on a touché, ça va toucher les autres amis. qu'il y avait eu de graisse, etc. D'accord? Ouais, à votre taille? La question, vous avez compris la question, Simra? Vous avez compris la question? Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai du hummus avec une cuillère? Une cuillère, comment dire, pas principale, générale, une cuillère. Pardon? Une cuillère qui est à l'intérieur du. Pas une cuillère particulière, une cuillère. Pour servir, la lit. Ouais. D'accord. Ok. Cuillère commune. Trop forte, hein. Moi, j'avais 25 ans que je suis arrivé en France. Il y a 25 ans que je suis parti en France. Là, il y a certainement qui. Donc, une cuillère commune. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il suffira tout simplement de constater. Tu regardes le hummus et tu vois. Donc, si tu as mangé le poulet au curry, tu vois est-ce qu'il y a des petits endroits qui ont été touchés avec les couleurs rouges? Tu les retires à ce moment-là. Mais si tu ne constates rien et que tu as utilisé donc une cuillère commune et que donc tu as fait attention de ne pas le toucher avec la viande ou avec du lait, eh bien, ce sera effectivement toléré et on pourra utiliser ce hummus lors d'un repas de nature différente. On est d'accord? Vient le Rav Moshe Feinstein qui dit attention, cette permission, elle ne s'appliquera pas dans le cas d'un repas qui est général, un grand repas, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, lors d'un grand repas, on craint que quoi? On craint tout simplement qu'il y ait des enfants en bas âge, ils sont à table. Alors c'est vrai que tu as mis une cuillère, mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il voit un petit morceau de hummus comme ça qui lui fait de l'œil. Hop là, avec sa fourchette, il le prend, ou des fois avec le doigt même, il fait comme ça. Tu peux pas être sûr. Alors, comme il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de va-et-vient, il y a des petits enfants, tu ne peux pas t'assurer que chaque salade, elle soit restée neutre. Et donc, comme on a un safek, alors on devra s'abstenir de consommer avec de la viande ou avec du lait, donc avec un repas de nature différente, parce que tout simplement, il est difficile dans ces cas précis de faire preuve de vigilance. On ne peut pas dire j'ai fait absolument attention. Quand vous êtes toute seule à table, ou avec une amie ou deux, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant c'est la fête au village et tout le monde est un sur l'autre, d'accord? Ou bien tu as fait, je sais pas, tu as fait un lèche, tu as fait un barbecue, et tu as mis le hummus comme ça dans le plat. Et tu fais ça dans la forêt, on voit rien, on est en train de faire la guitare, le feu de camp, il y en a de partout. Et à ce moment-là, on vient avec le hummus et on mange avec le. Ça peut toucher la viande. Voilà, dans ce cas-là, c'est comme c'est la nuit, on voit pas beaucoup. C'est pas une soirée comme ça où vous savez que dans les lois de pré-séance et de bien-séance, pardon, eh bien, on n'a pas le droit de mettre les coudes à table. Vous savez ça? Les coudes ni les. Comme ça, mais dans un moment, on ne peut pas. C'est très péché. D'accord? C'est quoi comme Avera, vous taille? La verra de bienséance.
Mais en réalité, derrière, c'est pas non plus pas devenir fou non plus. C'est sûr qu'il y a une Torah et tu dois aller sur l'endroit dans lequel tu te trouves. Alors, tu dois avoir toujours ce comportement et cette finesse de t'adapter dans l'endroit dans lequel tu te trouves. Et donc, bien entendu, faire attention à ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, en bataille, quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, on a dit quoi? Que dans le cas des grands repas, des repas familiales ou une simcha, d'accord, dans lequel il y a une joie familiale, eh bien, comme il y a des enfants en bas âge qui sont stables, on ne peut pas s'assurer que ça reste parvé, que ça reste bassari ou khalavi. Donc dans ce cas-là, hein, on devra se montrer plus. Ça nous dit le Rav, Moshe Feinstein. Ok, Rabotai, qu'est-ce qui se passe si maintenant, tout à l'heure j'ai parlé de ça avec le sucre, mais je reviens à ça, tu veux faire donc la dafina, et tu veux mettre, donc il y a plusieurs recettes, on va dire, plusieurs recettes de grand-mère pour lui donner cette couleur marron. Là, tu veux mettre du miel, d'accord? Et tu veux mettre du miel, donc tu ouvres ton pot de miel, et puis il s'avère que dans ce même miel, on a aussi mangé précédemment au petit déjeuner des tartines de beurre au miel. C'est pas, c'est surtout à Pessah, on sait tous, quand il n'y a pas beaucoup de choses à manger à Pessah, on fait tous des tartines avec du beurre, et on met du miel, de la confiture ou du chocolat, d'accord? Donc tu vas maintenant utiliser ce même miel, et tu as envie maintenant de cuire de la viande, encore de cuire, je sais pas moi, un canard au laqué comme ça, un canard laqué, ouais. Laqué, ça s'appelle. Ici, il est brillant comme des lacs. Et donc, tu vas manger un canard avec ce miel. Ou bien une dafina, tu vas en faire avec ce miel, tu vas en faire tout simplement du caramel. Un poulet au miel. Poulet au miel, exactement. Ou au Coca-Cola, vous avez déjà eu goûter Ah ouais, ça marche, ça marche. Ouais. Donc, c'est super pas bon pour la santé, mais c'est très bon. D'accord. C'est comme ça, de toute façon, le laitiera, quand c'est trop attirant, c'est que c'est pas très bon pour quelque chose. Réfléchis pourquoi c'est trop facile d'être attirant. Donc, quoi qu'il en soit en bouteille, eh bien, si tu désires donc, cuire de la viande avec du miel, dans lequel eh bien, tu t'es servi avec ton couteau de beurre. On est d'accord qu'à l'intérieur de ce bol de miel, d'accord, de ce pot de miel, pardon, eh bien, tu as quelques résidus minimes de beurre. Vous êtes bien d'accord? Oui, Chirel, entre vos esprits. C'est quoi? C'est le miel ou c'est le pourri laqué ou c'est le... C'est des pols. C'est le pol. Voilà, le pot, et le bol, et il y avait le miel du mini ourson, quoi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, eh bien, comme tu as pris le miel à l'intérieur de ce pot, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme on fait la distinction suivante, écoutez bien, donc, tu as rentré à l'intérieur de ce pot, tu as rentré ton couteau de beurre. Donc, sur le couteau, il y a des résidus de beurre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur donc, de ton pot de miel, eh bien, ça c'est maintenant, tout simplement, c'est transmis. D'accord? Et bien, on te dit quoi? On te dit, on fait la distinction suivante. S'il s'agit de miel qui est dur, d'accord? Allô?